Bonjour à tous et à toutes. Donc Sophie Schlatter, j'ai été présentée. Merci pour cette introduction. J'ai beaucoup de plaisir à venir parler ici ce soir et je tiens à remercier pour l'invitation de ma part. Donc, je vais vous parler de la préparation mentale des personnels d'anesthésie-réanimation. Pour me situer à nouveau, je suis post-doctorante et je travaille dans un laboratoire de santé publique. Et ma spécialité, mon domaine d'expertise, c'est la santé et la performance du professionnel de santé. Dans ce contexte-ci, j'ai pas mal étudié les anesthésistes réanimateurs qui sont soumis à beaucoup de situations stressantes. À titre d'exemple, il y a plusieurs types de stresseurs. Des stresseurs plutôt psychologiques, avec un climat d'exigence, la proximité de la mort et des situations potentiellement conflictuelles, mais également des stresseurs plutôt physiologiques, avec le manque de sommeil, la pollution visuelle ou encore la pollution sonore. La problématique face à ces situations stressantes, c'est qu'elles sont inhérentes à votre pratique professionnelle, donc vous ne pouvez pas fuir, vous êtes obligé de vous confronter et de faire face à ces situations stressantes en maintenant un bon niveau de performance. Dans le cadre de mes études, je me suis beaucoup intéressée, aux étudiants et je vous laisserai faire le parallèle avec votre pratique professionnelle au cours de cette présentation. Donc, je vais vous présenter plusieurs types d'outils. Et avant ça, je voudrais vous définir la préparation mentale. Donc, c'est un champ d'expertise qui est extrait du domaine de l'activité physique et sportive. La définition, c'est l'optimisation et le développement d'habilités qui ont pour but d'optimiser les performances personnelles tout en promouvant le plaisir de la pratique, l'équilibre et l'épanouissement. Donc, il y a deux parties dans cette définition. La première partie, c'est le côté performance. Donc, dans les performances, on a les performances techniques, qui vont être les performances procédurales, et on a aussi les performances non techniques, qui vont être gestion du stress, gestion des émotions et les capacités de communication, ou encore le leadership. C'est important de pouvoir identifier les déterminants de la performance pour pouvoir avoir des bras de levier pour optimiser cette performance. Et il y a une deuxième partie dans cette définition qui me plaît particulièrement, c'est la partie plaisir de la pratique, de l'équilibre et de l'épanouissement, qui fait appel cette fois-ci plutôt à des notions de bien-être et de qualité de vie, et aussi également de santé. Donc l'idée, c'est d'avoir un professionnel en bonne santé pour qu'il puisse être performant sur du long terme. Un premier outil que je souhaitais vous présenter, c'est les techniques d'imagerie. Donc l'imagerie, c'est utilisé dans plein de domaines qui est lié à la relaxation. On a les premiers types d'imagerie, ça va être simplement le fait de percevoir mentalement une image. C'est utilisé en pensée positive ou en méditation. Et là, je vous ai mis à titre d'exemple un script que je ne vous demande pas de lire, mais qui a plusieurs parties. Donc il y a des temps, c'est des séances d'induction avec différents temps. On a une période de calme, de relaxation, la technique d'un lieu sécure, ce qui s'approche vraiment de l'imagerie. On va s'imaginer dans un lieu où on se sent en sécurité. Et puis ensuite, on peut avoir des techniques de respiration. Mes collaborateurs ont exploré la relaxation au sein du CLES, qui est le Centre lyonnais d'enseignement par la simulation en santé, et au sein d'une situation de prise en charge simulée d'une situation de soins cliniques critiques. Et dans le cadre de la simulation, il y avait 3 grandes périodes. La période de briefing, où les étudiants qui étaient des étudiants des arts en 5e AT étaient informés de la situation qu'ils allaient prendre en charge, suite à quoi ils prenaient en charge cette situation pendant une période d'environ 15-20 minutes. Et enfin, ils étaient débriefés avec les formateurs. Donc là, c'est vraiment une période importante, le débriefing, puisqu'il va y avoir un échange entre les étudiants et les formateurs sur les différentes techniques qui ont été utilisées et les différentes performances réalisées par l'étudiant en vue d'optimiser son apprentissage. Donc on peut revenir sur les performances techniques et non techniques. Dans le cadre de cette étude, ils avaient randomisé les étudiants dans 2 groupes, un groupe contrôle et un groupe avec une séance de relaxation que je viens de vous décrire juste avant le débriefing. Et ils ont questionné les étudiants à post 3 mois. Ils les ont appelés et leur ont demandé le nombre de points clés qu'ils ont retenus par rapport au scénario. Et ils montraient qu'avec la période de relaxation, il y avait une optimisation de l'apprentissage dans le sens où les étudiants randomisés dans le bras avec la relaxation avaient un plus grand nombre de points clés retenus. Un deuxième type d'imagerie, alors je pense que ça va vous parler, mais peut-être vous n'aurez pas entendu le terme, c'est l'imagerie motrice. Et là, c'est le fait de percevoir mentalement un mouvement. Sur l'illustration, en haut, vous voyez un personnage qui imagine un mouvement un peu complexe, de type course à pied. Et il a été montré qu'une répétition, donc une répétition de travail d'imagerie motrice va permettre d'améliorer le mouvement moteur avec le perfectionnement, modification de la précision et de la vitesse d'exécution. Le principe pour l'amélioration de la performance motrice par un travail mental repose sur l'équivalence neurofonctionnelle, où on voit que lors de la pratique d'un mouvement physique et d'un mouvement en imagerie, on a une activation, une similitude des niveaux d'activation et des zones activées.
Lorsqu'on fait un travail d'imagerie, on peut faire vraiment l'imagerie visuelle, donc ça va être juste voir le mouvement, on va imaginer sa main se déplacer, mais plus on va faire un travail d'imagerie complexe, on va ajouter différents types de marqueurs, comme par exemple des marqueurs kinesthésiques, plus le travail d'imagerie va être efficace. Toujours dans le cadre de la simulation, cette fois-ci, il y avait un apprentissage de gestes techniques par des étudiants qui était une pose de voie veineuse périphérique. Et les étudiants étaient randomisés dans 2 groupes. Un groupe contrôle en rouge, où ils faisaient simplement l'apprentissage du geste technique, et un groupe interventionnel avec le geste technique couplé avec la pratique de l'imagerie motrice que je viens de vous décrire précédemment. Leur critère de jugement principal était le temps réalisé pour faire ce mouvement. Ils ont réalisé plusieurs séances, et ce qu'on voit déjà globalement, c'est qu'on a une belle courbe d'apprentissage avec une diminution du temps pour réaliser le geste technique dans les 2 groupes. On remarque aussi qu'on atteint à la fin un plateau de performance où on n'a plus d'optimisation du temps. Et ce qui est un petit peu plus intéressant ici, c'est la partie sur la session 4. On remarque que le groupe avec la pratique de l'imagerie motrice supplémentaire a besoin d'une séance en moins pour obtenir cet apprentissage. Alors là, je vous demande un petit exercice, c'est de vous dire, bon déjà, est-ce que vous faites ce travail d'imagerie motrice? Peut-être que vous le faites d'une manière inconsciente ou consciente. Et souvent, ça peut être intéressant de réaliser ce travail d'imagerie motrice avant un acte difficile, stressant et ou nouveau. Mais avant de pouvoir faire ce travail d'imagerie dans le but d'améliorer la performance de ce mouvement, c'est important d'abord d'identifier si les capacités d'imagerie sont maintenues lors d'une situation stressante. C'est une étude qu'on a pu réaliser durant ma thèse, où on faisait un travail d'imagerie motrice sur une tâche qui n'est pas une tâche médicale, mais je vous laisse faire vos propres parallèles. C'est une tâche de dextérité fine, donc avec de la motricité fine, et une séquence, donc quelque chose quand même de très standardisé. Et on évaluait les capacités d'imagerie motrice avec différents marqueurs, la vivacité, à quel point les individus ont eu de la facilité à créer cette image mentale, et l'équivalence temporelle, qui est un marqueur un peu plus objectif de l'efficacité de l'imagerie motrice, qui est la similitude entre le temps exécuté mentalement et le temps exécuté physiquement. On a réalisé 2 groupes, un groupe sans situation stressante, un groupe avec situation stressante, et on a pu montrer que l'imagerie motrice était résistante au stress, ce qui montre un intérêt potentiel de réaliser ces imageries en situation stressante dans le but d'aller perfectionner un geste ou de s'entraîner juste avant l'induction d'un geste. Une technique qui est beaucoup connue, c'est tout ce qui va être lié à la respiration. La respiration peut faire plusieurs types, des respirations accélérées, ralenties. Ralentie, c'est celle qui va plutôt aller vers un état de détente. Et pour ça, on peut proposer aux participants des curseurs respiratoires qui vont proposer une respiration fixe standardisée, type ralenti, qui va avoir pour conséquence une surstimulation du système parasympathique et du coup un rééquilibrage des balances en cas de situation stressante. Ici, je vous ai mis un marqueur cardiaque, qui est la fréquence cardiaque instantanée. Là, c'est l'évolution un peu erratique avant le début de l'exercice de respiration. Et là, on remarque un pattern très spécifique qui se crée lorsqu'on commence l'exercice de respiration, avec une accélération de la fréquence cardiaque instantanée pendant la phase d'inspiration et une décélération pendant la phase d'expiration. Le tracé que vous avez ici, c'est un tracé qu'on décrit parfois comme de cohérence cardiaque. C'est vraiment l'amplitude et la régularité de ce tracé cardiaque. Et si je peux vous donner un peu un moyen, c'est la cohérence cardiaque, c'est un marqueur de détente physiologique. J'aime bien utiliser ce terme-ci. Une autre technique qui est couplée avec la respiration, ça va être les techniques de biofeedback. Donc l'idée, c'est de réaliser exactement le même exercice, mais cette fois-ci d'apporter en plus un enregistrement instantané d'un marqueur, typiquement la variabilité de la fréquence cardiaque, et d'aller la renvoyer à l'individu via une interface visuelle. C'est ce qu'on a ici. Donc finalement, l'individu il va pouvoir prendre conscience des modifications physiologiques associées à l'exercice qui va avoir pour effet d'en potentialiser ses effets. On a exploré ces 2 techniques dans le cadre de la simulation haute fidélité. Je vous rappelle les étapes qui sont toujours les mêmes. Une période de briefing qui est intéressante dans le sens où on sait qu'on va prendre en charge une situation clinique critique difficile. Donc on est dans un stress d'anticipation qui permet une période de préparation très spécifique. Suite à quoi les étudiants étaient randomisés dans 3 bras, un bras contrôle, la respiration seule ou la respiration couplée avec le biofeedback. Et enfin, ils réalisaient leur séance de simulation. Pendant la séance de simulation, on évaluait leurs performances techniques et non techniques
avec un enregistrement vidéo et sur des grilles prédéfinies par rapport au scénario. Donc des grilles, par exemple, c'est Ottawa pour la grille non technique. On a pu montrer que comparativement au groupe contrôle, les deux groupes interventionnels avaient une performance améliorée sur les deux marqueurs, techniques et non techniques, durant la situation stressante, donc la prise en charge du patient simulé. Juste, j'appelle votre attention, parce que je ne l'ai pas dit, sur le fait que c'était uniquement 5 minutes d'intervention avant la prise en charge. Un outil qui est plus complet, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel que je vous propose ici. Je vous ai volontairement laissé tout le listing du tableau qui est un peu indigeste, mais c'était pour montrer la diversité que proposaient ces tops, avec plein d'outils, ceux qui sont marqués en vert, c'est ceux que je vous ai présentés par exemple précédemment. Et l'avantage du coup des tops, c'est vraiment d'aller échantillonner certains outils, certaines interventions spécifiquement en fonction de nos besoins. Le désavantage, c'est que ça reste une formation qui est longue, sur plusieurs mois, et qui est potentiellement coûteuse. Mes collaborateurs l'ont aussi exploré avec des internes d'anesthésie et réanimation. Ils avaient randomisé les étudiants dans deux groupes, un groupe contrôle et un groupe où ils avaient eu la formation top. Et un peu de manière similaire à ce que je vous ai présenté avant, ils ont fait 5 minutes de réactivation des tops, juste avant la situation stressante, et ils montraient une amélioration des performances, non techniques cette fois-ci. Sur cette partie-ci, je n'ai pas d'études parce que les résultats sont en cours de publication à vous présenter, mais quand même, j'aimerais vous parler un peu des outils un peu plus novateurs qu'on a sur la préparation mentale. On s'éloigne uniquement de la gestion du stress et on va sur d'autres types de préparation qui ont pour but d'améliorer la performance. On a par exemple les jeux sérieux avec la simulation décontextualisée. Il existe plusieurs techniques. Et je vous propose ici, c'est une étude qui a été menée par mes collaborateurs au CLES, où ils ont réalisé un jeu avant la prise en charge d'une situation d'un patient polytraumatisé en équipe. Et en fait, le jeu, c'était un jeu qui simulait les interactions d'équipe et la communication. Donc, ils avaient vraiment des rôles qui étaient prédéfinis et similaires à ceux qu'ils allaient prendre en charge par la suite. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que si on se prépare comme ça à bien communiquer, on pourrait améliorer notre performance et ou notre gestion du stress pendant l'événement de prise en charge du patient simulé. Plus tôt, aujourd'hui, il y a pas mal de réalités virtuelles qui se développent, qui ont pour deux buts, d'améliorer les performances techniques et non techniques. Enfin, j'aimerais terminer cette présentation sur les notions d'individualisation. Je vous ai présenté des outils, à chaque fois on avait des groupes randomisés, globalement on montrait que ça fonctionnait bien, mais ça part du postulat qu'on a tous les mêmes besoins, et pourtant ce postulat me paraît plutôt faux, parce qu'on va avoir des besoins différents, mais également des réceptivités différentes. Et je pense que c'est intéressant d'aller vers de la préparation personnalisée, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Dans un premier pas vers ces questionnements, on s'est intéressé à l'impact de la personnalité, des interactions entre la personnalité, les sensibilités au stress et les réceptivités aux techniques de remédiation. Un moyen d'évaluer la personnalité, c'est un questionnaire des Big Five qui permet de répartir la personnalité sur 5 grands traits. Donc le trait d'ouverture aux expériences, le trait de conscienciosité, le trait d'extraversion, d'agréabilité et de névrosisme. Le névrosisme, c'est le caractère anxieux. On a tous ces 5 traits, tous, mais on ne va juste pas les exprimer autant sur chacun des traits. Ce qui est intéressant avec la personnalité, pour moi en tout cas, c'est que c'est des facteurs qui sont stables dans le temps. C'est-à-dire que si je mesure votre personnalité aujourd'hui, il y a 10 ans ou dans 15 ans, vous aurez la même structure de votre personnalité, elle va être stable, ce qui peut donner un facteur prédictif potentiellement stable dans le temps. Donc, ce qu'on s'est fait sur cette étude, on s'est intéressé au lien entre la personnalité et la sensibilité au stress, dans un premier temps, avec des marqueurs subjectifs, donc psychologiques, et des marqueurs objectifs, avec la réactivité cardiaque. Donc, que ce soit pour les marqueurs psychologiques ou physiologiques, on se rend compte qu'il y a des interactions avec les différents traits de la personnalité. De manière plus précise, plus les individus présentaient un caractère anxieux élevé, plus ils avaient des niveaux de stress psychologique et physiologique élevés. Et à l'inverse, enfin de manière similaire, mais cette fois-ci faiblement. Donc plus les individus présentaient des scores de conscienciosité et d'extraversion faibles, plus ils avaient un niveau de stress élevé. Donc là, on a pu déterminer des profils plus sensibles par rapport aux réponses de stress. Et pour aller cette fois-ci plutôt sur la question des réceptivités différentes, on est allé un petit peu plus loin dans les hypothèses. On s'est dit, est-ce qu'en fonction des outils qu'on leur propose, on va pouvoir avoir des scores de détente physiologique plus importantes ? Dans un premier temps, je vous invite à regarder ce schéma-ci sur la partie en A. Donc là, c'est une mesure du marqueur de détente physiologique, donc de la cohérence cardiaque sur chaque temps
pendant les 5 minutes où ils ont l'intervention. La première partie en bas, c'est le groupe contrôle. On ne remarque pas de modification de la détente physiologique pendant ces 5 minutes. Le groupe en bleu, c'est ceux qui ont la respiration seule. Donc on marque une augmentation du score de cohérence et un maintien. Et le groupe en turquoise, c'est ceux qui ont à la fois la respiration couplée au biofeedback, ce qui montre ici que le fait de percevoir les modifications physiologiques va augmenter le score de détente associé à l'exercice sur une durée similaire. Concernant cette fois-ci les réceptivités différentes, c'est cette partie du schéma que je vous ai mis, on a retrouvé une interaction avec le trait d'ouverture aux expériences. Plus les individus présentaient un score d'ouverture aux expériences élevé, plus ils tiraient bénéfice de l'exercice. Donc ils avaient des scores de cohérence cardiaque plus élevés que leurs collègues qui avaient des scores moins élevés. Enfin, suite à pas mal d'échanges avec les anesthésistes, là maintenant l'idée c'est d'aller transposer ces résultats sur de la population, les populations réelles. Et là on a un peu un challenge parce qu'en simulation c'est assez facile pour nous parce qu'on crée les scénarios en amont, enfin pas moi parce que je ne suis pas médecin, mais mes collaborateurs créent les scénarios et ils font leur grille de cotation et ensuite on confronte cette grille à la performance. Par contre, lorsque j'ai demandé comment est-ce qu'on peut aller sur le terrain réellement pour aller mesurer la performance des professionnels, là j'ai pas eu de réponse unanime. Donc avec des difficultés pour aller évaluer ça. Et c'était une question que je souhaitais essayer de définir avec vous. Déjà, pour vous, c'est quoi la performance et quels seraient pour vous les meilleurs moyens de mesurer cette performance? Alors, j'ai fait le code hier soir. J'espère que ça fonctionne. C'est bon? OK. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions.